RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Moun qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Moun qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, exote que comprendre et surtout, gardez l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes 89.5 106.6 dans Moun qui fait l'Europe, l'émission du Centre Europe Direct Antilles-Guyane qui explore comment les décisions européennes influencent notre quotidien et nos territoires. C'est une émission qui est également disponible sur www.fréquencecaraïbes.com et DAB+. Vous l'avez peut-être vu passer, vendredi dernier, l'Union Européenne a infligé une amende de 120 millions d'euros à X, le réseau social d'Elon Musk, pour entorse au règlement européen sur les services numériques, autrement appelé le DSA, Digital Services Act. Pour comprendre l'origine de cette amende, il faut remonter à juillet 2024, lorsque l'Union européenne notifie à X plusieurs griffes, dont la modification de l'utilisation des certifications bleues. Jusqu'au rachat de Twitter en octobre 2022, l'attribution des badges intervenait au terme d'un processus de vérification et avait été conçu par les fondateurs de Twitter comme un gage de crédibilité. Mais après la prise de contrôle, les équipes d'Elon Musk les ont accordés aux utilisateurs payants sans aucune distinction, au risque donc de brouiller la perception des utilisateurs. De plus, la Commission européenne reprochait à X de ne pas communiquer suffisamment d'informations relatives à ses publicités, notamment l'identité de l'annonceur, et de ne pas donner accès aux données internes de la plateforme aux chercheurs agréés. Alors cette affaire, impliquant X, c'est un bon point de départ pour comprendre ce qui se joue derrière deux textes clés de la régulation numérique en Europe. D'un côté, le DSA, le Digital Services Act, qui est entré en application de mai 2023, et d'un autre, le DMA, Digital Markets Act, qui est entré en application le 25 août 2023. Deux règlements, un seul objectif, reprendre la main sur un espace numérique devenu essentiel, certes, mais aussi chaotique et dominé par quelques multinationales qui n'avaient jusqu'ici que très peu de comptes à rendre. Pour commencer, pourquoi l'Europe s'est-elle décidée à réguler ? Eh bien, puisque depuis une quinzaine d'années, les plateformes numériques ont pris une place considérable dans nos vies. Quelques exemples, elles organisent l'information que nous voyons, elles influencent nos achats, elles façonnent l'opinion publique ou les opinions publiques et elles concentrent une quantité massive de données personnelles. Mais parallèlement, la régulation européenne se résumait, elle, à des textes plutôt vieillissants, conçus avant même l'arrivée de Facebook, YouTube ou encore le dernier né TikTok. Et c'est dans ce cadre que les entreprises du numérique avaient la main quasi totale sur leur algorithme, sur la modération de leur contenu, sur les publicités ou encore sur l'accès aux données. Et il y a plusieurs crises qui ont montré les limites de cette situation. On pense notamment au fameux scandale Cambridge Analytica qui a révélé l'exploitation abusive des données personnelles, mais aussi la désinformation massive pendant les dernières élections américaines, la propagation de contenus haineux ou extrémistes qui fragilisent la démocratie ou encore les monopoles économiques rendant impossible la concurrence face aux géants américains. En bref, le numérique est devenu une sorte de Far West où les règles du jeu sont fixées par les plateformes elles-mêmes. C'est pourquoi l'Union européenne a estimé que le numérique ne devait pas être un espace de non-droit et a décidé de peser dans l'équation. Commençons par le texte le plus connu, le DSA, Digital Services Act. On pourrait le résumer ainsi. Le DSA impose aux plateformes de rendre des comptes. Des comptes sur leur contenu, sur leur algorithme, sur la publicité qui circule et les risques que tout cela fait peser globalement sur la société. Mais alors, quels sont les acteurs concernés ? Eh bien, en réalité, tous les acteurs du numérique, mais avec des obligations qui sont évidemment proportionnées. Les petites entreprises ont des règles allégées et les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui comptent plus de 45 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, soit quand même 10% de la population européenne, ont des obligations plus strictes. Et ces grandes plateformes, elles ont un nom dans le texte, ce sont les VLOPS, pour Very Large Online Platforms. On y retrouve évidemment les plus connus, Meta, YouTube,
YouTube, TikTok, Amazon, Booking, Google et évidemment X. Le DSA, qu'est-ce qu'il leur impose ? Eh bien en fait, plusieurs règles essentielles. La première, c'est de lutter contre les contenus illégaux. Les plateformes, elles doivent alors permettre de signaler facilement un contenu illicite, agir rapidement lorsqu'un contenu est signalé et surtout coopérer avec les autorités judiciaires nationales. Deuxièmement, mettre fin à l'opacité des algorithmes. Les entreprises doivent alors expliquer comment leurs algorithmes recommandent des contenus et quels risques ces systèmes génèrent, notamment pour les mineurs ou pour la démocratie, deux sujets phares de ce texte. Troisièmement, encadrer la publicité. Le DSA impose l'interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs, l'interdiction de cibler une personne sur la base de données sensibles. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée sensible ? C'est-à-dire qui concerne la religion, les opinions politiques, l'orientation sexuelle et enfin, une obligation de transparence. Qui a payé pour cette publicité ? Pourquoi me l'a-t-on montré ? Quatrièmement, donner accès aux données aux chercheurs agréés. Et ça, c'est un point crucial pour comprendre l'amende infligée à X, car les chercheurs doivent pouvoir accéder à certaines données internes afin d'étudier la propagation de la désinformation, les bulles de filtre, l'impact des algorithmes sur la santé mentale ou les recommandations plus largement. Cinquièmement, réaliser des analyses de risque chaque année. Ça, c'est nouveau, mais comme dans l'industrie ou la santé, les plateformes doivent faire un audit régulier qui pousse au questionnement suivant. Quelles sont les dérives potentielles ? Quels dangers pour les mineurs ? Quels effets sur les élections, sur la démocratie ? C'est nouveau, c'est ambitieux certes, mais ça change beaucoup de choses. Enfin, quelles sont les sanctions, vous me demanderez, prévues par le DSA ? Eh bien, avant, les plateformes risquaient des amendes plutôt limitées et avec le DSA, la Commission européenne a désormais un véritable pouvoir d'enquête et elle peut imposer des sanctions allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour Meta, c'est plus de 6 milliards d'euros. Pour Amazon, plus de 30 milliards et pour X, environ 200 à 300 millions. C'est dans ce cadre que l'amende de 120 millions d'euros infligée à X s'inscrit avec comme accusation non-respect de la transparence, absence d'accès aux données pour les chercheurs et politique de badge payant jugée trompeuse. Ce n'est que la première amende, mais pourtant il y a d'autres enquêtes qui sont déjà ouvertes contre notamment TikTok, Meta, AliExpress, Google et Amazon. Pour comprendre davantage la position européenne sur ce texte, je vous propose d'écouter Thierry Breton, commissaire au marché intérieur sur France Info. Thierry Breton, on va parler de la nouvelle législation européenne sur les contenus en ligne qui entre en vigueur aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer, par exemple, quand on appuiera sur le bouton « Signaler un tweet » ? Voilà. D'abord, pour nos auditeurs, ça a été bien expliqué, je crois, sur vos antennes depuis ce matin, il s'agit donc des 19 plus grandes plateformes, donc dites systémiques, c'est-à-dire celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs chaque mois. On parle de Google, d'Instagram, Par exemple, de Facebook, de l'ancien Twitter. Snapchat, etc. Donc ça, c'est vraiment celle-ci, pour l'instant, dont il s'agit. En février 2024, il s'agira de toutes les plateformes qui auront des obligations qui sont à peu près similaires, avec un peu moins de contraintes, mais on se focalise d'abord donc sur les très grandes, celles qui ont le plus de responsabilités. Donc oui, il y a peut-être 3 éléments importants à avoir en tête pour nos auditeurs. D'abord, la nécessité maintenant pour ces plateformes d'avoir de façon très visible un bouton, on va dire, d'accès si jamais ils voient une infraction qui est commise, par exemple des propos haineux, des actes qui appellent au terrorisme, de la pédopornographie, un tweet antisémite. Donc il y a un bouton très clairement, ça doit être extrêmement visible, que l'on peut activer pour signaler précisément cet acte délictueux qui se passe sur nos réseaux. Deuxième élément, les plateformes devront réagir très vite, dans les 24 heures, mais toujours en informant ce qu'elles vont faire. Et j'entends certains dire ça va être la fin de la liberté. Au contraire, c'est beaucoup plus de liberté, c'est la garantie de liberté. C'est tout sauf le ministère de la censure. C'est le fait que précisément on rentrera directement en contact avec l'auteur du tweet et on expliquera pourquoi on doit faire quelque chose si on doit faire quelque chose. Le deuxième élément, c'est que dans des cas très particuliers, il existe des plateformes comme par exemple Pharos ou d'autres qui sont des plateformes d'entités qui sont qui peuvent alerter donc et qui sont reconnues comme telles par les autorités. Donc si jamais on pourra les saisir et là avoir une réaction encore plus rapide. Et puis le troisième point, c'est le fait que où que l'on soit en Europe, la législation s'applique partout de la même façon et donc en cas vraiment d'acte très grave, on pourra saisir un juge tout de suite qui pourra intervenir immédiatement et non seulement donner une injonction à la plateforme d'arrêter tout de suite, faute de quoi amende, on le sait, 6% du chiffre d'affaires
clair et si à répétition, possibilité d'interdire l'exploitation de la plateforme en Europe, donc sous la demande d'un juge, où que l'on soit et de façon facilitée. C'est-à-dire qu'on pourrait aller au commissariat local, par exemple, pour déposer plainte. Mais exactement. Ça, c'était pas le cas avant. C'est-à-dire et puis il fallait voir où était la plateforme. Souvent elles étaient en Irlande, par exemple. Là, maintenant, ce sera la même chose partout en Europe et ce sera évidemment très facilité. Donc, obligation, transparence, impossibilité aussi désormais d'avoir, vous savez, souvent on dit, voilà, recommandé pour vous, ou vous met de la publicité ciblée, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai des opinions politiques qui sont celles-ci? Est-ce que c'est parce que je viens de tel pays? Est-ce que, voilà. Donc tout ça, ce sera interdit. Évidemment, contrôle très strict pour les jeunes et notamment tout ce qui concerne la pédopornographie. Concrètement, plusieurs organismes ont démontré que le nombre de tweets antisémites a doublé depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter. Vous nous dites qu'à partir d'aujourd'hui, avec cette nouvelle législation, il y en aura progressivement de moins en moins? Alors, deux choses. D'abord, évidemment, la réaction immédiate. Donc ça, c'est pour précisément signaler un acte délictueux et qu'il soit corrigé dans les 24 heures. Et puis, et par rapport à ce que vous dites, la nécessité tous les 6 mois d'avoir, et notamment pour les grandes plateformes, des audits qui vont nous démontrer précisément ce que vous dites là. Bon, je n'ai pas de raison de douter de ce que vous me dites, mais fait par des audits professionnels pour voir précisément ces tendances, pour pouvoir les analyser tous les 6 mois et en tirer les conclusions, si jamais précisément c'est ce qui se passe. Donc c'est pas fait uniquement parce que quelqu'un va faire une comptabilité, on va le faire de façon professionnelle, sous le contrôle, donc encore une fois, de la législation, pour nous permettre de prendre des décisions, si ce que vous dites est vrai, bien entendu, des décisions seront prises, des sanctions seront prises, si jamais il n'y a pas de correction. Donc on aura tous les 6 mois ce regard extrêmement affiné. Vous savez, c'est un peu comme les audits qu'il y a pour les grandes bandes systémiques, on fait la même chose, on regarde en permanence ce qui se passe pour éviter précisément ce type de dérive. Beaucoup plus de transparence aussi sur les algorithmes, on n'en a pas parlé, mais c'est très important. On sait que beaucoup de contenus sont des contenus artificiels, qui sont poussés par des algorithmes, donc ceci sera maintenant impossible. Donc voilà, on a vraiment un élément qui est un élément complet qui va permettre deux choses. D'abord, de retrouver, je dirais, de mettre du droit dans cet espace informationnel, mais aussi, j'insiste là-dessus, parce que je l'ai dit tout à l'heure, de permettre aussi d'avoir plus de liberté. Quand on s'exprime, on peut s'exprimer. On n'aura plus la possibilité, par exemple, vous vous souvenez, vous parlez tout à l'heure de Twitter devenu X, lorsque, à l'époque, Twitter avait décidé de bannir Donald Trump du réseau de façon unilatérale. Ça, ce ne sera pas possible. Donc, on ne peut plus bannir quelqu'un. Il faut rentrer dans un dialogue. Il faut qu'il y ait un échange et après qu'on explique. Et c'est évidemment sous le regard de la loi. Passons désormais au Digital Markets Act, le DMA. Si le DSA, comme on l'a vu, régule les contenus, le DMA, lui, régule plus globalement les marchés. Il s'adresse uniquement aux géants considérés comme des gatekeepers, c'est-à-dire qu'ils contrôlent l'accès à des marchés entiers et qu'ils peuvent empêcher l'arrivée de nouveaux acteurs. Concrètement, qui sont ces gatekeepers? Eh bien, toujours un peu les mêmes, puisqu'on y retrouve Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft ou encore ByteDance. Mais que demande le DMA à ces gatekeepers? Premièrement, l'interopérabilité. Par exemple, les messageries devraient être capables de communiquer entre elles. WhatsApp pourrait même à terme être ouvert à d'autres services. Deuxièmement, l'interdiction des comportements déloyaux. Ce qui signifie, je vais vous donner 3 exemples, que Google ne pourrait plus mettre en avant ses propres services dans les résultats de recherche, Amazon ne pourrait plus utiliser les données de ses vendeurs pour lancer ses propres produits concurrents et Apple devrait autoriser le téléchargement d'applications en dehors de l'App Store sous évidemment certaines conditions strictes. Troisièmement, le DSA demande plus de choix pour les consommateurs avec la possibilité de désinstaller les applications préinstallées, la possibilité de choisir son navigateur par défaut ou encore la fin du tout en un imposé par les géants technologiques. Et pour les sanctions possibles, le DMA il est encore plus strict que le DSA car les amendes elles peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial, voire 20% en cas de récidive. Et là vous me direz pourquoi ces textes comptent pour les citoyens, puisque très bien ce sont encore des décisions prises à Bruxelles, mais en quoi ça nous concerne au quotidien? Eh bien en fait le DSA et le DMA ils ont des effets très concrets comme moins de désinformation dans des moments qu'on qualifie de sensibles, donc à savoir les élections, les conflits géopolitiques, les crises sanitaires, mais également plus de transparence
transparence, puisqu'on pourra bientôt voir pourquoi un contenu nous est recommandé, qui a payé pour cette publicité, pourquoi un message a été retiré. Il y aura également plus de protection des mineurs, sujet sensible du texte. TikTok, Instagram et YouTube sont désormais tenus d'appliquer des mesures spécifiques, avec des contrôles parentaux, la limitation du ciblage publicitaire et d'autres mesures. Et dernièrement, plus de choix sur nos téléphones, puisque le DMA nous donne plus de liberté face à des écosystèmes qui sont aujourd'hui très fermés. En bref, ce sont des règles qui protègent donc nous, les citoyens, mais aussi la société et la démocratie dans son ensemble. Et si on prend de la hauteur, on voit qu'il y a également un enjeu géopolitique, car il faut comprendre qu'avec le DSA et le DMA, l'Europe, elle envoie un message qui est clair, qui est celui que le numérique n'est plus un espace sans règles et que ce sont les entreprises américaines qui ne décident plus seules. D'un point de vue diplomatique, ça a créé évidemment des tensions, puisque les États-Unis reprochent à l'Europe de cibler leurs entreprises et l'Europe répond qu'elle applique simplement les mêmes règles à tout le monde et que ce n'est pas de leur faute si 90% des géants du numérique sont américains. Et dans ce bras de fer, en fait, c'est surtout une manière pour l'Europe de défendre un point clé de sa stratégie qui est celle de la souveraineté numérique. Après, bien sûr, tout n'est pas parfait. Le DSA et le DMA ont également reçu leur lot de critiques face à des limites qui sont encore présentes, comme une application inégale et complexe, puisque certaines obligations sont difficiles à contrôler et cela demande d'énormes moyens, que ce soit en termes d'équipe, de procédures. Deuxièmement, il y a un risque de surrégulation pour certains acteurs du secteur qui ferait peser en fait le risque à l'Europe de devenir un espace moins innovant et moins compétitif que les États-Unis ou l'Asie. Et enfin, le contournement, puisqu'on constate que certaines plateformes tentent déjà de jouer avec les frontières des règles dans les détails, les délais d'ouverture des données, avec des modifications minimales des algorithmes ou encore une interprétation très très restrictive des obligations. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on en retient de ce DSA et de ce DMA ? Eh bien, que ce sont deux textes fondateurs qui posent pour la première fois un cadre clair, ambitieux et contraignant pour les géants du numérique. Ils protègent les citoyens, renforcent la transparence, tiennent la concurrence et affirment la souveraineté numérique européenne. Si l'amende infligée à X n'est qu'un début, l'Union européenne, elle veut surtout montrer qu'elle a désormais les moyens de faire respecter ses décisions et que dans le numérique comme ailleurs, l'état de droit doit s'appliquer. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission de Moon qui fait l'Europe. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet d'actualité européen. En attendant, je vous souhaite une belle journée à vous et à très bientôt sur Radio Fréquence Caraïbes. Moon qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Moon qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, exote comprendre et surtout, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.